Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Le Guérisseur, une enquête de Washington Poe, de M.W. Craven, lu par David Furlong. À ma mère, Suzanne Avison Craven, tu n'étais plus parmi nous quand j'ai fini par réaliser mon rêve, mais rien de tout ceci n'aurait été possible sans ton enthousiasme pour la lecture. On donne le nom de signe noir à un événement rare et imprévisible, aux conséquences majeures, que l'on a tendance à rationaliser rétrospectivement en affirmant qu'on aurait pu le prévoir. Nassim Nicolas Taleb. Le joueur qui connaît réellement la valeur du pion maîtrise le jeu d'échecs, déclara l'homme. Le pion est la pièce la plus modeste de l'échiquier, mais c'est elle qui détermine où et quand peut se déclencher l'attaque de l'adversaire. Elle entrave la mobilité des pièces d'apparence plus importantes et décide des cases sur lesquelles se livreront les batailles. La femme dévisagea son interlocuteur d'un air hébété. Elle venait de se réveiller et se sentait encore groggy. Surtout, elle avait mal partout. Elle baissa les yeux afin de savoir ce qui pouvait provoquer chez elle une telle douleur. « Qu'avez-vous fait » marmonna-t-elle, affolée. « C'est beau, vous ne trouvez pas ? Comme je me suis servi de catgut à l'ancienne. Les points de suture sont assez grossiers, mais c'est voulu. Je souhaitais que la cicatrice reste bien visible. Une sorte de souvenir permanent de ce qui vous est arrivé. » Il prit une paire de ciseaux chirurgicaux. « Même si vous ne vous souviendrez de rien, bien sûr, la femme tenta de se débattre en vain. Ses liens étaient trop serrés. L'homme admira les lignes parfaites des ciseaux qu'il tourna pour que son visage se reflète dans l'une des lames. Il affichait une mine grave, preuve qu'il ne prenait aucun plaisir à la tâche qui l'attendait. « Je vous en prie, » le supplia la femme, parfaitement réveillée à présent. « Laissez-moi partir. Je vous promets de ne rien dire à personne. » L'homme s'approcha et lui prit la main gauche qu'il caressa affectueusement. « J'ai été obligé d'attendre que les effets de l'anesthésique se dissipent et je crains fort que ce soit douloureux. Croyez-moi, je me serais volontiers passé de tout ça. » Il glissa l'annulaire de la femme entre les deux mâchoires de l'instrument et le referma d'un geste sec. Un craquement sinistre traversa l'air alors que des lames acérées cisaillaient os et tendons sans effort. La femme laissa échapper un hurlement et s'évanouit. L'homme recula machinalement tandis qu'une mare de sang se formait à ses pieds. « Où en étais-je » dit-il en se parlant à lui-même. « Ah oui, on discutait du rôle des pions. Les débutants ont tendance à croire qu'ils ne servent à rien, sinon à être sacrifiés, mais uniquement parce qu'ils ne les utilisent pas à bon escient. » Il sortit de sa poche un long fil d'acier muni à chaque extrémité de poignée qu'il coinça entre l'index et le majeur de chaque main. Avec le plus grand naturel, il enroula le fil d'acier autour du cou de la femme. Tout l'art des échecs consiste à sacrifier ses pions au bon moment. Il tira sur les extrémités du garrot et grogna sous l'effort, alors que le filin entamait les chairs, sectionnait la trachée, écrasait les veines jugulaires et la carotide. La mort survint en une poignée de secondes. Il attendit 1 heure avant de prélever le second doigt dont il avait besoin. Il le déposa délicatement dans un petit récipient en plastique, de façon à le séparer des autres, et examina sa collection macabre avec satisfaction. La partie pouvait commencer. Tous les pions étaient en place, mais personne n'en savait rien. Chapitre 1. 24 décembre. C'était la veille de Noël et personne au bureau ne s'en réjouissait. Tout avait commencé quand quelqu'un avait posé la question traditionnelle « On fait un arbre de Noël cette année ?» Avant que quiconque ait pu protester, la décision était prise par le chef de service. Pour la 15e année consécutive, avec les mêmes règles que l'année précédente. Pas plus de 5 livres par personne, rien qui puisse choquer ou déranger. Des bricoles dont personne n'avait envie, bref du temps perdu, purement et simplement. Du moins était-ce l'opinion de Craig Hotchkiss, qui détestait les arbres de Noël de la boîte. Il détestait Noël, tout court, une période qui le ramenait toujours à son existence de merde. Sachant qu'il serait seul ce jour-là, pendant que tous ses crétins de collègues se retrouveraient en famille. Il détestait plus encore les arbres de Noël. Celui d'il y a 3 ans avait été pour lui la pire des humiliations.
Il avait prévu de se faire Hazel, une collègue du service logistique de John Bull Transport, et s'était arrangé pour que ce soit lui qui lui achète son cadeau. Lui offrir une culotte en dentelle était encore le meilleur moyen de donner à la belle des idées la prochaine fois que son mari sillonnerait les autoroutes européennes au volant de son camion. Le plan avait fonctionné. Enfin, presque. Hazel avait très bien compris l'allusion, mais cette conne était amoureuse de son mari, et au lieu de se précipiter dans le lit de Craig, elle s'était empressée d'aller tout raconter à son mec. Le routier, une armoire à glace d'1,90 m, avait surgi dans les bureaux et écrasé son poing sur le nez de Craig, en lui précisant que si jamais il avait la mauvaise idée de regarder sa femme à l'avenir, il se retrouverait saucissonné à l'arrière d'un conteneur en partance pour la Russie. Craig l'avait cru sur parole, au point de se pisser dessus devant tous ses collègues. Ce qui lui avait valu le surnom de cataracte. Résultat, il n'avait pas pu draguer une seule fille au bureau pendant 2 ans. Jusqu'à ce que Hazel et son connard de mari quittent la boîte. Craig avait raconté à tout le monde qu'il s'était vengé en cassant la figure de ce dernier, ce qui avait précipité le départ du couple, mais personne ne l'avait cru. À une exception près. Même à l'aune des critères de Craig, Barbara Willoughby était moche. Elle avait des dents écartées et tout indiquait que son coiffeur avait appris le métier dans un EHPAD, sans parler de ses kilos en trop. Sur une échelle allant de 1 à 10, elle atteignait péniblement 4, voire 5 si l'éclairage était mauvais, alors que Craig mettait un point d'honneur à ne jamais draguer une fille en dessous de 8. Elle possédait néanmoins une qualité rare. Elle n'était pas là le jour où la vessie de Craig l'avait trahi. En conséquence, il l'avait invitée à sortir avec lui. Contre toute attente, ils s'étaient très bien entendus. Barbara était drôle et se montrait aventureuse au lit. Elle avait surtout le bon goût de le laisser tranquille pendant la semaine, et ils se voyaient uniquement le week-end. Ce fonctionnement convenait très bien à Craig, qui avait retrouvé tout son allant et recommençait à multiplier les conquêtes pendant ses plages de liberté. Il s'était aperçu que les filles se laissaient draguer plus facilement depuis qu'il avait une copine régulière. Passer dans le dos d'une inconnue contribuait à séduire les meufs, ce qui avait inspiré à Craig une nouvelle idée. Si sortir avec un type maqué branchait les femmes, elles seraient folles de lui en apprenant qu'il était marié. Craig Hotchkiss, 29 ans au compteur, avait donc décidé de demander sa main à Barbara. Il avait tout à gagner dans cette histoire. Un foyer stable, une femme qui l'attendrait sagement dans son lit, et toute une collection de filles trop heureuses de coucher avec un homme marié. Pour que tout le monde au bureau soit au courant de son nouveau statut de fruit défendu, il avait eu l'idée de demander Barbara en mariage à l'occasion de l'arbre de Noël. L'opération n'avait pas été simple. Il s'était arrangé pour connaître le tour de doigt de Barbara en piquant la bague de fiançailles de sa grand-mère disparue, qu'elle portait uniquement dans des grandes occasions. Et pendant qu'elle fouillait désespérément son appartement à la recherche du précieux bijou, il était allé chez un bijoutier commander une bague de la même taille en utilisant l'or et les diamants de celle qui lui fournissait. Résultat des courses, il n'avait déboursé que 200 livres. Restait à imaginer une façon originale de lui demander sa main. Il lui fallait trouver un truc romantique dont parleraient toutes les filles du bureau, ce qui servirait forcément sa réputation. Il avait jeté son dévolu sur un mug, le cadeau idéal pour rester dans la limite des 5 livres imposés par le chef de service. C'est vrai, une bonne moitié des cadeaux posés sous le sapin artificiel étaient déjà des mugs, mais aucun n'arborait la formule « Acceptes-tu de m'épouser ?» À l'instant où Barbara lirait le message et découvrirait la bague au fond du mug, elle fondrait en larmes, hurlerait sa joie en disant « Oui !» et le serrerait dans ses bras à l'étouffer. Au pied du faux sapin s'élevait une montagne de paquets enrubannés, ornés de rennes et de bonhommes de neige. Lorsque vint le tour de Barbara de prendre son cadeau, elle lui adressa un regard étrange. Pouvait-elle avoir deviné ses intentions ? Impossible. Personne ne se doutait de rien. Tiffany, la meilleure amie de Barbara, sortit son téléphone pour immortaliser la scène. Tant mieux. Il posterait la vidéo sur Twitter et Facebook pour la montrer aux filles à la première occasion. Vous avez vu quel mec cool je suis ? Libre à vous d'en profiter, plan d'un soir, bienvenue. Craig croisa le regard de Barbara et lui adressa un clin d'œil. Elle ne le lui rendit pas, se contentant de le sonder longuement tout en prenant son cadeau. Il tiqua. Il ne reconnaissait pas le paquet.
Le papier d'emballage était plus épais, avec des dessins noirs sur fond blanc, alors qu'il avait le souvenir d'avoir utilisé un papier bon marché aux couleurs criardes. Elle déchira l'emballage et il reconnut avec soulagement la boîte en polystyrène qu'il avait scotchée pour prolonger le suspense, obligeant Barbara à utiliser une paire de ciseaux. Elle sortit de la boîte un mug que Craig, interdit, n'avait jamais vu. Un message était bien inscrit sur le côté en lettres noires de 3 centimètres, mais ce n'était pas sa demande en mariage. #DCN6. Barbara lui lança un regard noir. « Espèce de sale radin !» gronda-t-elle entre ses dents en baissant machinalement le mug. Craig ne pensa même pas à protester de son innocence, hypnotisé par ce qui était tombé de la tasse, et qui n'avait rien d'une bague de fiançailles. Horrifié, il recula et sentit une vague chaude et humide inonder son pantalon. Au même moment, se déclencha une tempête de hurlements. Chapitre 2. 26 décembre. Craig Hotchkiss n'était pas le seul à détester Noël. C'était également le cas de Washington Poe. Fidèle à sa nature de râleur impénitent, ce dernier était hostile aux réjouissances organisées et s'arrangeait pour éviter toutes les festivités. D'ordinaire, il y parvenait en demandant à travailler pendant les congés de Noël, ou bien il s'enfermait chez lui, à moins qu'il ne déniche un pub prêt à accueillir les misanthropes de son acabit. Mais il y a toujours une exception, et Poe avait proprement été pris au piège cette année-là. Loin de rester cloîtré dans sa vieille bergerie avec des bières dans le frigo et un reste de patates rôties au four, voilà qu'il se retrouvait dans un ravissant village des environs de Cambridge. Son amie et collègue Matilda Bradshaw, Tilly pour les intimes, y avait traîné de force à l'occasion d'une fête donnée en l'honneur d'une future maman. Poe avait d'abord refusé, évidemment, et Tilly n'avait pas caché son désarroi. Il ne s'en était pas formalisé outre mesure, jusqu'au moment où elle avait tapé du pied par terre. Il avait feint de l'ignorer. Tilly avait alors eu recours à une arme imparable, la logique. Quand Poe lui avait expliqué que les fêtes données en l'honneur des femmes enceintes concernaient exclusivement les femmes, elle s'était mise à hurler. Tous les membres du SCAS, le service de la National Crime Agency, en charge des tueurs en série et des crimes inexpliqués, avaient relevé la tête et dressé l'oreille. Les fous rires s'étaient multipliés. Washington Poe, vous avez peut-être un pénis, mais ça ne vous autorise nullement à abuser des privilèges de notre société patriarcale pour échapper à ce que vous considérez comme une corvée. Poe allait lui demander de lui traduire son charabia lorsque quelqu'un avait ricané. « Comment ça, il a peut-être un pénis ?» Poe avait cru se tirer de ce mauvais pas en expliquant qu'il ne pouvait pas laisser seul Edgar, son Springer anglais. Mais Bradshaw avait rétorqué qu'il lui suffisait de le confier à sa voisine, Victoria Hume. Alors, il avait dû avouer la vérité. Il n'avait aucune envie de se rendre à cette fête. « Allons bon !» s'était exclamé Tilly. « Depuis quand M. Washington Poe n'en fait-il qu'à sa tête ? Notre responsable, l'inspectrice-chef Stephanie Flynn, va avoir un bébé et sa sœur a la gentillesse d'organiser cette fête chez elle. Elle nous invite et nous sommes ses amis. C'est aussi simple que ça. » Voilà pourquoi Poe, piégé en beauté, boudait dans son coin en ce lendemain de Noël. Il avait réussi jusque-là à ne croiser le regard de personne et comptait bien s'en tenir à cette règle de conduite jusqu'au moment où il estimerait pouvoir prendre le large. La flûte de champagne qu'il tenait à la main était tiède depuis au moins 40 minutes, mais elle lui donnait un semblant de contenance. Jessica Flynn, la sœur aînée de sa patronne, vivait au dernier étage d'une ancienne usine de briques, dans un loft qui aurait trouvé davantage sa place à Manhattan qu'au cœur de cette partie semi-rurale du Cambridgeshire. Poe était le seul représentant de la gente masculine au milieu d'une bonne cinquantaine de femmes, ce que lui rappelaient les coups d'œil étonnés qu'il essuyait régulièrement. C'est tout juste s'il avait échangé 3 mots avec sa chef. Elle l'avait salué à son arrivée, aussitôt happée par la masse des invités. À présent assise sur l'un des immenses canapés de sa sœur au milieu d'une grappe de femmes, elle paraissait aussi furieuse qu'il se sentait malheureux. Il vit de loin une invitée lui tapoter le ventre. « Patouche !» se rebella la femme enceinte en repoussant brutalement la main téméraire. À bien des égards, Flynn n'était pas une future mère ordinaire, si tant est qu'il en existe. Loin de sembler rayonnante,
Elle arborait une mine maussade et portait un legging et un t-shirt des New York Dolls au lieu de l'une des robes de grossesse Laura Ashley achetée par sa compagne Zoé. Puis, elle refusait de se mettre en congé maternité. Sans son énorme ventre, personne n'aurait deviné qu'elle attendait un enfant car elle n'avait rien changé à son apparence. Ses cheveux blonds lui tombaient sur la nuque en une queue de cheval austère, elle se maquillait à peine et refusait de se séparer de son téléphone portable. Elle adressa un regard noir à la femme qui l'avait touchée. « La prochaine qui me tape sur le ventre se prend un pain !» La coupable sourit nerveusement sans savoir si Flynn plaisantait ou non. Poe savait que ce n'était pas le cas. Car si Flynn se comportait en apparence comme si de rien n'était, la grossesse l'avait bel et bien changé. Elle souffrait d'une forme rare de déséquilibre hormonal qui affectait son taux de cortisol, l'hormone du stress. Loin de fuir les conflits, elle imposait sa loi en permanence. Connue pour son respect des autres et sa courtoisie avant de tomber enceinte, elle s'était muée en demi-folle mal embouchée. Alors qu'elle restait calme en toutes circonstances auparavant, y compris en présence des crétins patentais dont elle croisait la route au SCAS, il suffisait que l'un de ses subordonnés s'escrime un peu trop bruyamment sur le clavier de son ordinateur pour qu'elle entre en éruption. Poe s'amusait beaucoup de ce changement, mais jamais en sa présence. Il avait échangé quelques mots en début de soirée avec Zoé, mais il n'avait rien à se dire. La compagne de sa chef travaillait dans la City, où elle évaluait l'évolution des cours du pétrole, alors qu'il évaluait les profits des tueurs en série, là où le menaient ses enquêtes. Elle gagnait plus d'1 million par an, alors qu'il gagnait infiniment moins. Sans se détester, ils s'étaient tacitement accordés pour se fréquenter le moins possible. Poe chercha des yeux Bradshaw et se dérida. Elle portait la robe achetée pour assister avec lui à une soirée caritative lors de leur première enquête commune. Une mosaïque constituée de minuscules reproductions de couvertures de BD. Elle avait surtout changé de coiffure en prévision de cette soirée, troquant ses couettes habituelles contre un chignon aussi volumineux qu'une barbe à papa. Restait à savoir si elle avait eu recours au service d'un coiffeur, ou bien si elle avait suivi un tuto sur le net. Poe penchait pour la seconde solution. Bradshaw surprit son regard et leva les 2 pouces. C'était sa première fête en l'honneur d'une femme enceinte et elle savourait l'expérience avec enthousiasme. Elle avait dépensé une petite fortune en cadeaux. Certains, comme la grenouillère Spider-Man, étaient bien trouvés, alors que d'autres l'étaient beaucoup moins, à l'exemple du double tire-lait électrique dont elle avait vanté les mérites à voix haute auprès de sa chef. « Cet appareil vous permettra de récupérer votre lait en un minimum de temps, inspectrice chef Flynn. » Poe n'en était pas moins jaloux d'un tel cadeau. Flynn n'aurait pas à s'en servir longtemps, alors que la machine à pas de dernier cri que Bradshaw avait offerte à Poe pour Noël viendrait le hanter pendant de longues années. Il n'aimait pas les pâtes. Il se fichait éperdument qu'elle fasse baisser son taux de cholestérol, ou encore que cette machine lui ouvre les portes d'un nouveau régime alimentaire, tout en l'aidant à réaliser des économies. Du Bradshaw tout craché. À 30 ans passés, Tilly n'avait jamais vraiment travaillé avant d'intégrer le SCAS. Encore adolescente lorsqu'elle était entrée à l'université, elle avait accumulé diplômes et thèses avant de se consacrer à des travaux de recherche pour des organismes subventionnés, si bien qu'elle n'avait jamais pris le temps d'acquérir les codes d'une vie sociale ordinaire. Son entrée au SCAS l'avait initiée aux joies du monde réel, et elle avait eu le plus grand mal à côtoyer des collègues dotés d'un QI inférieur à 150. Naïve, d'une honnêteté scrupuleuse, elle prenait tout au premier degré. Poe s'était méfié d'elle dans un premier temps, mais il avait rapidement compris qu'elle possédait les atouts nécessaires pour devenir l'une des meilleures recrues du SCAS. Sa spécialité initiale était les mathématiques, mais son intelligence exceptionnelle lui permettait d'en savoir davantage que quiconque sur n'importe quel sujet en l'espace de quelques heures. Elle repérait des modes de comportement chez les criminels, alors que les logiciels spécialisés n'y voyaient que du feu et était capable de résoudre des problèmes apparemment insolubles avec une facilité déconcertante. À condition d'oublier la machine à pâtes, Bradshaw était la meilleure amie de Poe, et réciproquement. Elle l'aidait à arrondir les angles de son caractère entier, et il l'aidait à naviguer dans le monde ordinaire. Ils formaient ensemble un tandem redoutable,
ce qui n'était pas un luxe à la lumière des ennuis dont ils étaient souvent victimes. Jessica Flynn était une femme à l'opulence affichée, dotée d'amis tout aussi opulents, travaillant comme elle à la City. Elle appartenait à la caste de ceux que l'on surnommait les yuppies dans les années 1990. Ce soir-là, ce petit monde semblait s'être entiché de Bradshaw, qui ne tarda pas à se trouver au centre de l'attention générale. Poe n'aurait pas hésité à intervenir s'il avait pensé que toutes ces femmes se moquaient de son ami, mais il n'en était rien. À l'inverse de Bradshaw, dont la probité et la transparence étaient absolues, ces femmes étaient trop habituées aux mensonges et aux coups bas pour ne pas savourer la présence de quelqu'un qui répondait à leurs questions sans la moindre arrière-pensée. Poe s'intéressa au décor du loft de Jessica Flynn, bordé de tous côtés par des baies vitrées hautes de plus de 3 mètres. Il faisait nuit, ce qui ne l'empêcha pas de voir que la façade vitrée donnant sur la campagne, ainsi que celle surplombant le parking sur l'arrière, disposait de grands balcons. Le vaste espace, aux murs de briques nues, avait été meublé à grands frais. Jessica se passionnait pour l'alpinisme, à en juger par les photos et les souvenirs réunis dans un coin de la pièce. Le clou de sa collection était une vitrine dans laquelle étaient exposés ses plus beaux souvenirs de montagne. Un vieux piolet y trônait en bonne place, sur un socle en teck, orné d'une plaque en laiton. Poe, trop éloigné pour en déchiffrer l'inscription, s'approcha. La propriétaire des lieux ne tarda pas à le rejoindre. « Je constate que ma passion ne vous a pas échappé », dit-elle en tendant la main. « Nous n'avons pas vraiment été présentés. Je suis Jessica Flynn, la sœur de Steph. » Jessica était grande, féline et se mouvait avec grâce. Elle avait les mêmes cheveux dorés que sa sœur, mais coupés très courts, sans doute par facilité lorsqu'elle partait en montagne. Poe, qui avait servi 3 années dans le Black Watch, un redoutable régiment d'infanterie écossais, savait d'expérience combien il était difficile de maintenir un niveau d'hygiène acceptable sur le terrain. Tout ce qui pouvait simplifier la vie était bienvenu. Jessica, sans renoncer à son élégance naturelle, n'avait pas opté pour une tenue aussi extravagante que les autres invités. Vêtue d'un jean et d'un pull en cachemire, elle portait pour unique bijou une fine chaîne en or. Poe examina les photos de montagne l'une après l'autre. On reconnaissait Jessica sur la plupart d'entre elles. Un rouleau de corde autour de la poitrine, des mousquetons à la ceinture, elle affichait à chaque fois un visage hâlé et souriant. Il scruta de plus près l'un des clichés et reconnut Nape's Needle, un sommet situé dans la région des lacs, aisément identifiable grâce à sa silhouette étroite et fuselée évoquant un missile. « Celle-ci a été prise il y a quelques années », expliqua-t-elle. « C'est à la suite de cette ascension dans un pub de Keswick qu'on a pris la décision de se lancer à l'assaut de la mer de toutes les montagnes. » Le pic de Scafell, s'étonna Poe, sachant qu'il s'agissait sans doute du plus haut sommet d'Angleterre, mais que son ascension par beau temps nécessitait tout juste un short et une bonne paire de baskets. Elle pointa du doigt un cliché sur lequel il reconnut le sommet le plus célèbre de la planète. L'Everest ? Elle acquiesça. Poe marqua son admiration d'un petit sifflement. « Je suis impressionné. C'est dangereux. » Elle haussa les épaules. « Tout est dangereux. » « Quand a lieu l'expédition ? » ?»« Ils y vont en mai prochain, quand les courants d'altitude ne soufflent pas à 160 km/h. » »« Pourquoi ils ? » ?»« Je crains de ne pas pouvoir être de la partie. »« Ah ? Que s'est-il passé ? Vous ne donnez pas l'impression de renoncer face aux défis difficiles ? » ?»« On m'a récemment diagnostiqué la maladie d'Addison, malheureusement. » J'avoue ne pas savoir de quoi il s'agit. » »« Tant mieux pour vous. C'est un trouble endocrinien durable. Mes glandes corticosurrénales ne produisent pas assez de stéroïdes. » »« J'imagine qu'il existe un traitement. » »« Oui, que je suis obligé de suivre jusqu'à la fin de mes jours. » Poe crut comprendre. « Et c'est problématique pour quelqu'un qui voudrait partir en expédition sur l'Everest. » »« Oui. Le mal des montagnes me toucherait davantage qu'une personne en bonne santé. Comme l'Everest culmine à 8844 mètres, c'est-à-dire l'altitude de croisière d'un Boeing 747, ma présence serait un handicap pour l'expédition. » Il désigna le socle de teck et en déchiffra l'inscription à voix haute.
Piolet de Tenzing Norgay, Everest, mai 1953. Le piolet, muni d'un manche en bois, était beaucoup plus sommaire que ceux proposés aux alpinistes dans les magasins spécialisés de la région des lacs. Son extrémité la plus courte était large et aplatie, comme celle d'une pioche, alors que son opposé était pointu et recourbé. Une pointe métallique couronnait le manche. Le piolet avec lequel le Sherpa Tenzing Norgay a atteint le premier le toit du monde est une belle consolation, remarqua-t-il. En fait, celui auquel vous faites allusion est exposé dans un musée au Népal. Vous avez en face de vous une copie du piolet grâce auquel Norgay a sauvé la vie de Sir Edmund Hillary au début de l'expédition quand ce dernier a fait une chute dans une crevasse. C'est la raison pour laquelle Hillary a choisi Norgay comme compagnon lorsqu'il s'est lancé à l'assaut du sommet. Vous n'avez jamais cherché à acquérir l'original ? Jessica laissa échapper un petit ricanement. Je n'ai pas les moyens, sergent. Les objets historiques de cet acabit coûtent des centaines de milliers de livres. Il balaya la pièce des yeux. Vous n'avez pourtant pas l'air de vivre dans la misère. Un loft comme celui-ci ne doit pas être donné. Elle éclata de rire. Mon appartement appartient à la banque, sergent. Je me contente de payer un loyer modeste, à charge pour moi d'organiser certaines réceptions ici. Les banques d'investissement ne vivent que de leur image. Vous travaillez pour une banque d'investissement ? Oui. Et c'est loin d'être aussi amusant qu'on le croit, sourit-elle. Vous venez ? Elle ouvrit la double porte-fenêtre et une bouffée d'air glacé pénétra dans la pièce. Elle sortit sur le balcon terrasse où Paul la suivit. Elle s'adossa au parapet de verre et de métal. Stéphanie m'a expliqué que vous n'étiez pas en forme ? J'ai attrapé un petit microbe. En fait, de petits microbes, il avait passé une bonne partie de la semaine au lit, donnant l'impression que les grands-parents du jeune héros de Charlie et de la chocolaterie étaient hyperactifs par comparaison. À son mal de tête initial avait succédé une toux violente qui lui arrachait la gorge à chaque quinte. Il avait enfin l'impression d'en sortir. J'ai un whisky pur malt qui devrait vous aider, proposa Jessica. Elle s'éclipsa et revint quelques instants plus tard avec 2 verres remplis d'un liquide ambré. Poe huma le nectar, puis y trempa les lèvres. Un mélange de glace et de feu subtilement fumé, sans commune mesure avec les whiskies qu'il avait bu par le passé. « Pourquoi êtes-vous venu ce soir, sergent ?» Il se mordit la joue pour ne pas répondre, parce que Tilly m'y a obligé. Steph est une amie proche. On a traversé pas mal d'épreuves ensemble. Jessica acquiesça d'un air songeur. J'ai besoin de votre aide. Poe garda le silence. Elle n'était pas venue le trouver par hasard. Je voudrais que vous convainquiez ma sœur de renoncer à la carrière ridicule qu'elle s'est choisie. Pour quelle raison ? S'enquit-il prudemment. Son bébé va naître d'ici 1 mois. J'aurai un neveu ou une nièce. Steph exercera désormais des responsabilités qui ne lui incombaient pas jusqu'à présent. Travailler dans la police, c'est bien quand on est jeune et célibataire, mais elle ne peut pas continuer à ne penser qu'à elle. Il faut qu'elle arrête de jouer aux gendarmes et aux voleurs et qu'elle redescende sur terre. Vous vous faites une idée erronée de son boulot, dit Poe. Le plus gros de son boulot est du travail de bureau. Elle haussa un sourcil. J'avais cru comprendre que vous aviez failli brûler vif dans l'incendie d'une maison l'an dernier. C'est vrai, mais... Et qu'on vous avait récemment arrêté pour meurtre. Il s'agissait d'un malentendu. En fait, un type s'était arrangé pour que... Vous reconnaissez pourtant que votre métier est parfois inutilement exaltant. Poe ne sut que répondre. Indéniablement, ils avaient connu quelques émotions ces derniers temps. Vous ne pensez pas que vous devriez en parler avec elle ? Réagit-il. Stéphanie ne m'écoute pas, sergent. Plus exactement, elle ne m'écoute plus. L'époque où elle buvait les paroles de sa grande sœur est révolue. Mais Poe avait décroché. Son regard s'était posé machinalement sur sa chef, et il l'avait vu froncer les sourcils, le portable collé à l'oreille. Elle le chercha des yeux et il lui adressa un signe de tête. Il vida son verre et grimaça lorsque le whisky brûla sa gorge enflammée. Le devoir m'appelle, s'excusa-t-il. Désolé. Allez-y, soupira Jessica. Lorsque Poe rejoignit Stéphanie,
Elle enfilait déjà son manteau. Zoé s'approcha. « Steph, c'est ta soirée, ton absence ferait tâche. » « Désolé Zoé, mais on doit y aller. »« Oh non !» s'écria Bradshaw. « Oh non !» répéta Poe. « Merci le destin !» marmonna leur chef en retour. Chapitre 3. Nous disposerons de l'aide analytique nécessaire cet après-midi, annonça Flynn aux flics rassemblés dans la salle de réunion A de Carlton Hall, les locaux de la police du Cumbria à Penrith. Nous assistions à une réception hier soir et Tilly est parti chercher ses ordinateurs au siège dans le Hampshire. Je suis accouru immédiatement en compagnie du sergent Poe. Ce dernier était retourné dans la nuit à Herdwick Croft, sa bergerie de Shapfell, tandis que Flynn prenait une chambre à l'hôtel North Lakes. Il était 8 heures du matin, mais Poe n'était manifestement pas le seul à manquer de sommeil. L'atmosphère était sombre dans la salle où se trouvaient réunies une quarantaine de personnes. Un mélange de gradés en uniforme, d'enquêteurs confirmés et d'agents de base. Flynn, installé sur une chaise, faisait face à l'assemblée, derrière laquelle Poe se tenait, à côté de la banderole où figuraient les sigles de la police et de la brigade criminelle locale. La réunion terminée, il ne restait plus qu'à tourner les chaises de l'autre côté pour que la salle puisse accueillir la conférence de presse prévue en cours de journée. « Ce ne sont pas les ordinateurs qui manquent ici », s'étonna la commissaire Joe Nightingale. « Ceux de Tilly Bradshaw sont différents, rétorqua Flynn. « Croyez-moi, on aurait tort de sous-estimer ses capacités. » Nightingale hocha la tête, rassurée. Cette quadragénaire d'allure grave, en pantalon noir et chemise blanche, avait des cheveux bruns coupés courts et des yeux d'un vert perçant que n'aurait pas renié un feu de signalisation. Poe n'avait rencontré Nightingale qu'une fois, lorsqu'elle avait succédé au commissaire Ian Gamble à la suite de l'arrestation du chef étoilé Jared Keaton. Il l'avait trouvé devant sa porte un jour où il rentrait à Herdwick Croft. Elle s'était présentée et lui avait expliqué que Gamble avait vanté ses mérites. Elle apportait le dossier d'une affaire de meurtre. Au lendemain des inondations de 2015 qui avaient vu l'eau s'engouffrer pour la deuxième fois dans les rues de Carlisle en l'espace d'une décennie, les compagnies d'assurance avaient refusé de couvrir de nombreux bâtiments. Leurs propriétaires avaient le choix entre tout réparer à leurs frais ou jeter l'éponge. Plusieurs d'entre eux avaient opté pour la seconde solution et la ville s'était retrouvée avec une longue liste de bâtisses abandonnées. Un corps sans vie avait été découvert dans l'une d'elles. La victime était un immigré polonais et Nightingale avait demandé à Poe si le SCAS accepterait de l'aider. Parcourant le dossier devant elle, il lui avait donné son verdict. « Vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Vous découvrirez l'identité du coupable en poursuivant l'enquête telle que vous l'avez entamée. Je ne serais pas surpris que le meurtrier appartienne à la communauté polonaise locale et qu'il soit déjà reparti dans son pays. Il sera fiché en Pologne et les indices dont vous disposez suffiront à obtenir son extradition et sa condamnation. » Nightingale avait hoché la tête. On aurait pu croire qu'elle le soumettait à une épreuve initiatique. Sans doute voulait-elle s'assurer que Poe n'allait pas sauter sur ce prétexte pour s'éloigner quelque temps du Hampshire, où se trouvaient les locaux du SCAS. Mais il n'avait pas besoin d'alibi puisqu'il vivait désormais à plein temps dans le Cumbria. À la conclusion de l'affaire Keaton, l'inspecteur Wardle, un flic avec lequel il s'était pris le bec, lui avait fait une crasse. Sachant que le parc national du Lake District s'étendait désormais jusqu'à Shapwells, la lande préhistorique où se trouvait la bergerie de Poe, il avait contacté les autorités locales, en bon citoyen, afin de savoir si Poe avait l'autorisation lui permettant de transformer sa vieille bergerie en maison d'habitation. Ce n'était pas le cas, et les autorités lui ordonnaient de rendre le bâtiment à son usage d'origine. Voulant se défendre en justice, Poe avait appris par son avocat que sa meilleure chance était d'apporter la preuve que Herdwick Croft constituait sa seule et unique résidence. Sans s'en douter, Wardle lui avait rendu service. Poussé par les circonstances, Poe avait eu l'idée de demander à sa hiérarchie l'autorisation de travailler de chez lui en dehors des périodes d'enquête sur le terrain. Edward Van Zyl, le directeur du renseignement de la National Crime Agency, avait aussitôt accédé à sa requête. « Quand vous travaillez au siège, on dirait un lion en cage », avait-il déclaré. « Le grand air vous éclaircit les idées et la qualité de votre travail n'en est que meilleure. Je ne veux pas perdre un tel atout. » Nightingale enfonça une touche de son ordinateur portable et un immeuble apparut sur le grand écran fixé au mur.
Ceci est la première scène de crime, si l'on peut dire. Il s'agit des bureaux de la société John Bull Transport à Carlisle. La veille de Noël, une employée nommée Barbara Willoughby a ouvert le cadeau qui lui était destiné lors d'une fête entre collègues. Le paquet était censé contenir un mug au fond duquel avait été placée une bague de fiançailles, au lieu de quoi elle a découvert ceci. À la façade des locaux de l'entreprise John Bull succéda sur l'écran un gros plan d'une moquette beige usée, telle qu'on en trouve dans de nombreux bureaux à travers le pays. 2 doigts humains gisaient sur le carré de moquette. Ils avaient été sectionnés de façon nette au niveau de la jointure. Une croûte de sang coagulée recouvrait les extrémités coupées, à laquelle restaient collées des fibres textiles. L'un des doigts portait encore une bague assez fine, probablement une alliance de femme. Nightingale fit apparaître une troisième photo, cette fois celle d'un mug, sur lequel s'étalait l'inscription #DCN6 en épais caractères noirs. À quoi correspondent ces signes s'enquit Flynn. Aucune idée, répondit Nightingale. Nous n'avons rien trouvé en ligne. Si la réponse se cache sur Internet, Tilly la découvrira, intervint Poe. Nous ne savons pas davantage comment ce mug s'est retrouvé sous le sapin, poursuivit Nightingale. Ce n'était pas celui que Barbara était censée trouver. Le papier cadeau est intéressant lui aussi. Elle fit apparaître à l'écran 4 lambeaux de papier, les restes de l'emballage déchiré par Barbara lorsqu'elle avait ouvert son cadeau. Les morceaux avaient été aplatis par les techniciens de la police scientifique afin de les photographier. La feuille d'origine était de format A4 à en juger par la règle posée à côté. Le motif était une silhouette de cygne noir sur fond blanc. Aucun message n'accompagnait de paquet. Tout indique que cet emballage a été réalisé à l'aide d'une imprimante ordinaire. En dehors de cette silhouette de cygne, la police scientifique n'a rien découvert d'utile. Nos enquêteurs interrogent le personnel de la société John Bull, mais aucun d'eux ne semble mêlé à cette histoire. Sur la base de quels critères ? Demanda Poe. En guise de réponse, Nightingale se pencha sur son clavier et la façade en grès rose d'une église s'afficha sur l'écran. Les étroites fenêtres en ogive du bâtiment étaient habillées de vitraux et un haut clocher surmontait une imposante porte en chêne bardée de fer. Voici la deuxième scène. L'église Saint-Luc en périphérie de Barrow-in-Furness. La photographie suivante dévoilait en gros plan les fonds baptismaux. Une vasque de laiton posée sur un pilier ouvragé couvert de symboles religieux. Au fond de la vasque se trouvaient 2 doigts coupés. Poe, fasciné par l'image, l'imprima au plus profond de sa tête en repoussant un sentiment d'horreur naturelle. Il voulait préserver au mieux sa toute première impression, sachant que le tueur avait savamment mis en scène ses trophées. Cette fois encore, il s'agissait de doigts féminins. L'un des ongles était percé à son extrémité d'un petit clou en or. La photo suivante, en gros plan, montrait que la tête du clou était un ours en peluche. Poe estima que les doigts appartenaient à une victime plus jeune que celle de la société John Bull. Un autre cliché montrait un panneau de chêne clair constitué de 5 rangées, conçu pour que l'on y glisse des numéros des cantiques choisis lors des offices. Une feuille de papier de format A4 pliée en 2 avait été insérée dans les encoches de la rangée du milieu. On y reconnaissait l'inscription #DCN6. Nous ignorons également comment les doigts ont été déposés là. Ils ne se trouvaient pas dans les fonds baptismaux lors de la messe de minuit. Le bedeau les a découverts à 6 heures du matin quand il est venu allumer le chauffage, le jour de Noël. La serrure n'a pas été forcée et il est le seul à posséder les clés avec le prêtre. Poe leva la main. Sergent ? Pouvez-vous nous montrer l'ensemble des photos prises à l'intérieur de l'église, commissaire ? Nightingale s'exécuta et Poe scruta attentivement la série des clichés demandés. Saint-Luc ressemblait à toutes les églises qu'avait visitées Poe. Sur la gauche, un lutrin sur lequel reposait une Bible, la chaire sur la droite, l'autel entre les deux. Les dalles du sol, inégales, semblaient usées. Des portes-cierges ouvragées et plusieurs troncs rythmaient les 2 rangées de bancs en chêne. De lourds rideaux pendus à une tringle en fer forgé encadraient le portail, qu'il suffisait de tirer pour éviter les courants d'air pendant l'office. Poe traversa la salle de réunion et s'approcha de l'écran.
Traîner dans les rues à l'aube de Noël serait trop risqué, commenta-t-il. N'importe qui en pareil cas passerait pour un cambrioleur. Et le premier flic venu contrôlerait son identité. Ne serait-ce que pour tromper sans ennui. L'agent concerné voudrait s'assurer que le suspect n'a pas de tournevis ou de pied de biche dans ses poches, au lieu de quoi il découvre des doigts coupés. Je n'y crois pas. Notre homme est plus malin. Que voulez-vous dire? La messe de minuit accueille traditionnellement des fidèles qui ne viennent pas le reste de l'année. Je suis convaincu que le coupable s'est caché quelque part à la fin de l'office, quand tout le monde se souhaitait joyeux Noël. Ce ne sont pas des recoins qui manquent dans les églises de ce genre. Le bedeau, pressé de rentrer chez lui, n'aura pas voulu s'attarder. Il se sera contenté d'annoncer à voix haute que le bâtiment fermait ses portes avant de donner un tour de clé. Nightingale acquiesça. « Vous avez une idée de la façon dont il est ressorti » demanda-t-elle. Poe désigna sur l'écran des lourds rideaux de part et d'autre du portail. Il s'est contenté d'attendre le matin de Noël en restant tapi quand le bedeau est arrivé à 6 heures. Je doute que celui-ci ait pris la peine de refermer à clé derrière lui pendant qu'il allumait le chauffage, et il faisait trop sombre pour qu'il remarque la présence de doigts dans les fonds baptismaux. Le coupable a attendu que le bedeau rejoigne la chaufferie pour s'éclipser. Comme Nightingale le regardait fixement, il ajouta « En tout cas, c'est de cette façon que je m'y serais pris. » « Il faut interroger tous ceux qui ont assisté à la messe de minuit, » décida la commissaire. « Tous sans exception, dès aujourd'hui si possible. Je veux savoir si les fidèles ont remarqué un visage inconnu. Hélène, je vous laisse vous en charger ? » « Oui, commissaire, » répondit une femme en tailleur-pantalon. « Prévenez-moi s'il vous faut des renforts. Paul, j'imagine que les techniciens de l'identité judiciaire sont toujours sur place. » « Absolument, » acquiesça un policier, assis dans les premiers rangs. « Demandez-leur de s'intéresser à tous les recoins où aurait pu se cacher quelqu'un pendant quelques minutes une fois la messe de minuit terminée. On ne sait jamais. Le coupable a peut-être laissé des traces d'ADN sans le savoir. » « Je les appelle tout de suite, commissaire. » Pendant que le dénommé Paul quittait la pièce, Nightingale s'activa sur le clavier de son ordinateur. « Voici le 3e et dernier lieu, » annonça-t-elle. « Fiskins Food Hall à Whitehaven. Cet établissement ouvre traditionnellement ses portes pendant 1 heure le lendemain de Noël, le temps de donner le résultat d'une tombola. » Le cliché représentait une boucherie à l'ancienne, dont les activités s'étaient diversifiées avec l'évolution des modes. D'une rangée de crochets pendaient des pièces de viande d'un rouge sombre marbré de suif. Des steaks, des jambons et des tranches de bacon étaient exposés dans une vitrine sur un carré d'herbe artificielle, et l'on distinguait en arrière-plan plusieurs présentoirs remplis de pots de confiture, de boîtes de biscuits, de bouteilles d'huile d'olive et de vinaigre balsamique, autant de marchandises qui n'auraient pas eu droit de citer dans une boucherie, si Poe, grand amateur de ces temples de la viande, avait eu son mot à dire. Il remarqua même la présence dans la boutique d'un buffet de crudités. Nightingale passa à la photo suivante. Un gros plan de la vitrine dédié aux terrines et aux plats préparés. Au centre, entre des saucisses et du boudin noir, apparaissaient 2 nouveaux doigts humains. Des doigts boudinés aux ongles rongés cette fois. L'amputation paraissait plus grossière que précédemment, à en juger par des phalanges écrasées et les lambeaux de peau déchirés. Poe crut deviner des doigts masculins. Le coupable avait accroché à une étiquette de prix en plastique une feuille A4 pliée en 2, sur laquelle était inscrite la mystérieuse formule #DCN6. Sur le gros plan suivant, la feuille, dépliée et posée à côté d'une règle graduée, ressemblait à s'y méprendre à celle découverte dans l'église. Le tueur a été filmé par la caméra de surveillance de la boutique, mais il dissimule soigneusement son visage. Il a attendu que le propriétaire, Mick Fiskin, procède au tirage de sa tombola de Noël pour se glisser derrière le comptoir et déposer les doigts au milieu de la marchandise. Un culot incroyable. Il est ensuite reparti avec les autres clients, une fois le nom du gagnant connu. Un bon quart d'heure s'est écoulé avant que quelqu'un remarque la présence des doigts. L'un de mes hommes visionne les images des caméras de surveillance de Whitehaven, mais je ne suis pas très optimiste. Nightingale ferma son ordinateur. Nous avons des centaines de photos, et nos techniciens passent les lieux au peigne fin, mais je vous ai présenté les éléments essentiels. Des questions ?
Les doigts appartiennent-ils à une seule et même personne ou bien à 6 victimes différentes demanda Flynn. Probablement 3 personnes différentes. Un examen plus poussé permettra d'en avoir la confirmation, mais les doigts vont par paire à première vue. 2 femmes et un homme, très probablement. Vous avez qualifié le coupable de tueur, commissaire, intervint Poe. Vous ne pensez pas qu'il puisse s'agir d'un simple canular? Nightingale répondit par la négative d'un mouvement de tête. Le médecin légiste a constaté que l'un des doigts de chaque paire présentait ce qu'on appelle une réaction vitale, un phénomène constaté sur des tissus vivant à la suite d'un traumatisme. Une inflammation doublée d'une coagulation, en présence d'éléments chimiques qui seraient absents si les doigts avaient été sectionnés après le décès de la victime. À chaque fois, le second doigt ne présente pas ce phénomène, preuve qu'il a été coupé après la mort. En partant du principe que ces doigts vont par paire, tout laisse à penser que le coupable veut nous dire qu'il s'agit de meurtre, reprit Poe. Si les doigts avaient été sectionnés en même temps, avant la mort, on pourrait s'imaginer qu'ils ont été volés à la suite d'une opération normale. À l'inverse, s'ils avaient tous les deux été prélevés sur un sujet mort, on aurait pu soupçonner des étudiants en médecine ou bien les employés d'une morgue ou d'une entreprise de pompes funèbres. Nightingale marqua son approbation d'un hochement de tête. C'est également notre conclusion. J'imagine que les victimes n'ont pas encore été identifiées. En effet, confirma la commissaire. D'autres questions? Poe en avait plusieurs, mais il préféra attendre d'avoir consulté le dossier. Très bien, conclut Nightingale. Je demande aux personnes du SCAS de rester quelques instants. Les autres peuvent se mettre au travail. Chapitre 4. Puis-je m'autoriser une suggestion demanda Poe alors qu'il ne restait plus que Flynn et Nightingale dans la salle de réunion. Quand on retrouvera les corps, je ne saurais trop vous conseiller de vous adresser à une médecin légiste de Newcastle, Estelle Doyle. C'est de loin la meilleure dans son domaine et son expérience nous sera utile. J'ai entendu parler de la professeure Doyle, réagit Nightingale. Reste à savoir si elle sera disponible et si elle acceptera d'examiner ses 6 doigts. Le légiste que nous avons sollicité était un simple suppléant. Je me charge de l'appeler. Estelle Doyle était la personne la plus étrange que connaissait Poe. Elle dépassait même Bradshaw en bizarrerie. Il aurait été surpris qu'elle s'aventure sur un terrain aussi convenu que la célébration de Noël, à moins de participer à une messe noire, peut-être. Parfait, approuva Nightingale. Pour en revenir au mug, nota Flynn, il faut disposer d'un matériel particulier pour imprimer sur un support en faïence. J'imagine que vous avez exploré cette piste. Oui, nous écumons les entreprises qui proposent ce type de service, mais je ne suis guère optimiste. Il en existe une trentaine rien que dans le Cumbria, et si vous y ajoutez toutes les boîtes qui exécutent ce genre de travail par correspondance, ainsi que tous les gens qui possèdent des kits d'impression à la maison, vous atteignez les 100 000 personnes. Ce calcul n'était pas pour surprendre Poe. Les feuilles A4 retrouvées avec les doigts sont assez intéressantes, poursuivit Nightingale. En les étudiant, notre technicien a remarqué que le coupable avait utilisé 2 imprimantes différentes. J'ai cru comprendre que chaque machine avait de légères particularités, un peu comme des empreintes digitales. C'est curieux, nota Flynn. Sauf s'il a recours aux imprimantes de bibliothèque publique ou de cybercafé, en veillant à ne pas se rendre 2 fois au même endroit, déclara Poe. Ça pourrait être payant de visionner les vidéos des lieux de ce genre. C'est déjà fait, dit Nightingale. La discussion se poursuivit pendant un moment. À l'évidence, Nightingale ne négligeait aucune piste. En prenant très tôt l'affaire en main, elle s'assurait que personne ne détruise les indices. Sa fonction consistait essentiellement à déterminer dans quelle direction ses équipes devaient continuer leurs investigations. Poe ne lui enviait pas ce rôle, sachant qu'une mauvaise décision était synonyme de centaines d'heures d'enquête perdues. Mais il savait reconnaître le travail bien fait, et Nightingale n'avait rien d'une débutante. « Qu'attendez-vous de nous, commissaire ?» finit par demander Flynn. « Les enquêtes sont conditionnées à des considérations logistiques, ce qui est normal, » répondit Nightingale. « Dans le cas présent, je verrais volontiers quelqu'un se lancer en parallèle dans une enquête indépendante en usant de méthodes réactives, voire proactives. » Elle se tourna vers Poe. « Est-ce que je me trompe en affirmant que les sous-ensembles des gens que vous fréquentez et de ceux que vous dérangez se recoupent étroitement ?» Flynn laissa échapper un ricanement. « Les 2 sous-ensembles en question dessinent un seul et même cercle, vous voulez dire ?»
Très drôle, grinça Poe, ce qui fit sourire la commissaire. Ne vous inquiétez pas, sergent. Ça vous ennuie si je vous appelle Poe, comme tout le monde? Non, ça me convient très bien. Quelqu'un comme vous, sans lien direct avec l'enquête, et peu soucieux de froisser les susceptibilités, me serait d'une aide précieuse. Si vous en êtes d'accord, Madame Flynn, j'aimerais que le SCAS travaille de son côté. À charge pour vous d'en référer directement à moi, avec l'assurance de tout mon soutien en cas de besoin. Parfait pour moi, accepta Flynn. Quant à Poe, il adore froisser les susceptibilités. Chapitre 5. Poe chérie, s'écria Estelle Doyle. Ne me dites pas que vous avez trouvé du gui sur le net pour moi. Non, répondit Poe. Je n'ai pas de gui à vous proposer, uniquement du vent froid. Dans l'univers assez peu folichon de la médecine légale, Doyle avait tout d'une donnée aberrante, pour reprendre une expression de Bradshaw. Il suffisait, pour s'en convaincre, de constater qu'elle portait à la morgue des tenues dignes d'un club sadomaso. Des cheveux d'un noir de jais, soulignés par un maquillage plus sombre encore, des barésies et des talons aiguilles, des tatouages plus impressionnants que ceux de David Beckham, et un rouge à lèvres à faire pâlir une pente de sang artérielle. Paul la trouvait tout à la fois belle et terrifiante, ce qui ne l'empêchait pas de penser qu'elle était la meilleure dans sa partie. Doyle, en plus d'être une pathologiste douée, se passionnait pour tout ce qui touchait à la médecine légale et dispensait des cours dans ce domaine. Pour une raison que Poe s'expliquait mal, elle avait un faible pour lui, alors qu'elle éprouvait le mépris le plus souverain à l'endroit des membres de la police. Il était l'exception à la règle, et elle trouvait invariablement le moyen d'éclairer sa lanterne. Quelques mois plus tôt, elle lui avait expliqué qu'il la touchait par son statut d'éternel outsider et sa personnalité digne d'un héros de Capra. Comme Poe restait muet au bout du fil, elle insista. « Nous sommes le 27 décembre. Je connais votre nature adamantine, mais vous n'êtes tout de même pas en manque de quelqu'un avec qui passer les fêtes. » Madame Antine? Aucune importance. Qu'attendez-vous de moi? Poe était convaincu qu'elle faisait exprès de le bousculer de la sorte, même au téléphone. J'ai un doigt à vous montrer, se décida-t-il. Allons bon, j'en ai même plusieurs. Il avait conscience de s'enferrer, mais c'était à chaque fois pareil avec elle. Il disait n'importe quoi. Vous êtes le champion des petits cadeaux, Poe? Je suis en présence de 3 scènes de crimes différentes, dit-il, en retrouvant un soupçon de dignité. À chaque fois, le meurtrier nous a laissé 2 doigts. Qui appartiennent à une seule et même victime? S'enquit-elle en retrouvant brusquement tout son professionnalisme. Non. Je me rends chez des amis à House-Whistle, de sorte que je peux passer par le Cumberland Infirmary de Carlisle en moins d'une demi-heure. Dans combien de temps pouvez-vous m'y retrouver? Poe jeta un coup d'œil à sa montre. À condition que Nightingale accepte, ce qui était probable, il pouvait récupérer les doigts dans l'heure qui suivait. Il l'expliqua à son interlocutrice. Dans ce cas, à tout à l'heure, réagit-elle. Vous avez le don de toujours m'apporter des cadeaux fabuleux, Poe. À peine avait-elle raccroché qu'il se mit en quête de la commissaire. Chapitre 6. Poe n'avait pas vu Estelle Doyle depuis 6 mois, lorsqu'elle l'avait grandement aidée dans l'affaire Keaton. Elle avait mis au jour le premier indice d'importance avant de gérer l'une des scènes de crime les plus compliquées de l'histoire de la police anglaise. Je déteste les tueurs fantaisistes, maugréa Poe à l'intention de Flynn alors qu'il gagnait la morgue du Cumberland Infirmary, le principal hôpital de Carlisle. Flynn avait tenu à accompagner Poe, en dépit de sa grossesse avancée. Elle n'en était pas encore au stade où elle avançait comme un canard, mais cela ne saurait tarder, et il avait eu la naïveté de lui proposer de l'attendre dans la voiture. « C'est pas moi qui ai chopé un putain de virus, Poe », avait-elle rétorqué sèchement. Elle avait ensuite refusé de prendre l'ascenseur pour se rendre au sous-sol. Et lorsque Poe avait fini par la rattraper au pied des marches, il soufflait comme une locomotive, ce qui fit sourire de satisfaction sa compagne. En ce surlendemain de Noël, le secteur était particulièrement calme et l'écho de leurs pas se répercutait sur les murs du couloir aseptisé conduisant à la morgue. Poe frappa et poussa le battant. Doyle était penché au-dessus d'une table d'examen. Poe aperçut, au fond d'une petite cuvette, 2 doigts,
sur lesquels s'escrimait la pathologiste. Elle se redressa en voyant ses visiteurs. Elle avait enfilé une blouse, serré une charlotte sur sa tête et mis des lunettes de protection, la tenue de rigueur en pareil cas. Ses yeux étaient abondamment cernés d'eyeliner et elle avait choisi un rouge à lèvres de couleur pourpre. Poe n'aurait pas su dire si elle se déguisait toujours de la sorte à l'hôpital et s'habillait comme Mary Poppins le reste du temps, ou bien si elle prenait un malin plaisir à le déstabiliser les jours où elle savait qu'elle allait le voir. Joyeux Noël, Poe, dit-elle d'une voix rauque de fumeur, alors qu'elle n'avait jamais touché une cigarette de sa vie. Seigneur, vous avez une mine épouvantable. Bonjour Estelle. Ouais, j'ai attrapé froid. Ravi de vous revoir, Madame Flynn. Dans quel pétrin vous a encore entraîné notre Auguste Dupin local? Nous comptions sur vous pour nous le dire, Estelle, répondit Flynn. Cette morgue est assez sommaire en comparaison avec la mienne, et vous ne me donnez pas beaucoup de grain à moudre. Poe et Flynn attendirent la suite. Bien. Voilà ce que je puis déjà vous affirmer. Ces doigts n'ont pas été utilisés comme échantillons médicaux, sinon ils auraient été nettoyés. Nous sommes en présence de 3 victimes différentes, ce que confirment les groupes sanguins. Quant à votre hypothèse, je la confirme. Le premier doigt de chaque père a été sectionné avant le décès, le second après. Jusque-là, le médecin légiste suppléant de Nightingale ne s'était pas trompé. Si je comprends bien, nous sommes en présence de 3 meurtres, résuma Flynn. Les faits sont irréfutables, mais je vous laisse toute l'attitude de les interpréter. J'en saurai davantage quand je recevrai les résultats de la LCMS. Doyle avait déjà eu recours à la chromatographie en phase liquide, couplée à la spectrométrie de masse, lors de l'enquête précédente. Sans connaître le fonctionnement précis de ce système, véritable Rolls-Royce du genre, Poe savait qu'il permettait de séparer les composés biochimiques, organiques et inorganiques afin de les analyser. Si les doigts présentaient le moindre contenu anormal, la LCMS permettait d'en détecter la présence. Je suis également prête à affirmer d'un point de vue professionnel que différentes méthodes d'amputation ont été utilisées sur chacune des victimes. L'une des paires de doigts a été sectionnée proprement et facilement à l'aide de cisailles, on voit bien que les deux lames sont de tailles différentes, des ciseaux à os ou peut-être des cisailles chirurgicales. Poe évita de lui demander comment elle pouvait en être sûre, pas besoin de connaître les détails pour lui accorder sa confiance. La deuxième paire de doigts a été découpée d'une façon relativement grossière. J'ai retrouvé de minuscules écailles de peinture bleue dans la plaie. Je les ferai analyser pour en avoir la confirmation, mais je soupçonne l'utilisation d'une scie à chantourner manuelle, ce qui aura obligé le tueur à maintenir d'une main le doigt tout en le découpant de l'autre. Au microscope, on distingue très clairement des griffures au niveau des phalanges proximales, l'os séparant la jointure de la base du doigt. Poe fronça les sourcils. Voilà qui était étrange. Pourquoi se servir d'une scie quand on avait des cisailles chirurgicales? C'est toutefois la troisième paire de doigts qui est la plus intéressante, poursuivit Doyle. Des doigts d'homme sectionnés avec brutalité. Je suis quasiment certaine que le tueur a arraché les doigts de sa victime avant de découper la peau et les tendons avec une paire de ciseaux. Des ciseaux mal aiguisés, à voir les incisions. Lui aussi était vivant au moment de l'amputation, sans quipeau. Il était peut-être inconscient, mais encore en vie. L'heure du décès? Elle menaça d'un index accusateur. Encore une réflexion de ce genre, Poe, et je vous donne une fessée. Doyle ne donnait jamais l'heure du décès, prétendant que les médecins légistes qui s'y risquaient jouaient aux devinettes. Il existait bien trop de paramètres variables tout simplement entre la température du foie et la lividité cadavérique. Elle considérait même la présence d'insectes comme un écran de fumée. Les mouches avaient un comportement bien spécifique, c'est vrai, mais encore fallait-il qu'il y ait des mouches, ce que les entomologistes de médecine légale oubliaient sciemment de préciser. D'autres remarques insista Poe en toute hâte dans l'espoir que Flynn ne relève pas la remarque de Doyle. Celle-ci se pencha au-dessus d'un ordinateur et ses visiteurs la rejoignirent. Elle fit apparaître la photo d'un doigt et désigna une série de cicatrices. Elle se trouvait sous l'alliance, précisa-t-elle. J'ai pensé dans un premier temps qu'il s'agissait d'une réaction à l'or, mais l'explication ne tenait pas la route. Alors j'ai gratté l'épiderme et découvert ceci. Une autre photo s'afficha à l'écran.
Poe se pencha et fronça les sourcils. De quoi s'agit-il ? Elle a fait effacer un tatouage. Les marques, ténues, étaient néanmoins visibles. 3 cicatrices de la taille d'un grain de riz, séparées entre elles par 2 autres de la taille d'un grain de sucre. Vous hasarderiez-vous à émettre une hypothèse ? Demanda Doyle. Il s'agit d'une date, suggéra Poe. Comme ce tatouage se trouvait sous l'alliance, il est probable que ce soit la date de mariage de la victime. Doyle acquiesça. C'est également mon avis. Est-il possible de la faire réapparaître ? Non, le tatouage a été effacé au laser de façon professionnelle. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi elle avait gardé son alliance après avoir tenu à effacer cette date ? S'étonna Poe. Doyle garda le silence. Chapitre 7. Flynn attendit d'avoir du réseau, puis elle appela Nightingale et brancha le haut-parleur afin de lui parler de la découverte d'Estelle Doyle. Voilà qui est utile, Madame Flynn. On va pouvoir s'en servir comme filtre quand on fera un compte-rendu public de l'affaire. Qu'attendez-vous de nous, commissaire ? Je me concentre pour le moment sur la recherche des corps. Vous pourriez en profiter pour vous rendre là où on a fait la première découverte macabre et tenter de savoir comment le tueur s'y est pris. Poe hocha la tête en direction de sa chef. C'était précisément le point de départ auquel il pensait. Il avait cru deviner la façon dont l'assassin s'y était pris à Saint-Luc, et les vidéos de la boucherie avaient également parlé, mais personne n'avait compris jusque-là comment le coupable avait pu remplacer le mug sous le sapin artificiel du personnel de John Bull Transport. Craig Hotchkiss, l'employé dont le mug avait été remplacé par celui du tueur, avait été libéré sous caution après avoir été arrêté pour trouble à l'ordre public. Les agents dépêchés sur place le jour du drame n'ayant pas trouvé d'autre moyen de le garder sous le coude. Il avait l'obligation de se présenter tous les jours à 14h à Durham Hill, l'hôtel de police de Carlisle, où Poe et Flynn se trouvaient déjà. On conduisit Hotchkiss dans une salle d'interrogatoire moderne où il prit place en face des 2 policiers. L'intéressé prenait grand soin de sa personne, à en juger par ses cheveux gominés, son faux bronzage, ses dents artificiellement blanchies et sa barbe de 3 jours. J'imagine que vous êtes le seul à vous être pissé dessus ce jour-là ? Commença Poe, qui avait choisi d'énerver son interlocuteur d'emblée, afin d'éviter qu'il lui débite le boniment qu'il n'aurait pas manqué de préparer. Hotchkiss se raidit. « Ce n'est pas le cas », se défendit-il. Poe tenait la preuve que le point faible de l'autre était son ego. Il s'était entretenu avec Nightingale avant d'entamer l'interrogatoire, et elle lui avait fait préciser que Hotchkiss était un crétin inoffensif, ce dont il avait désormais la confirmation. « Montrez-lui la vidéo, patronne. » Flynn ouvrit l'ordinateur portable dont elle avait pris soin de se munir. Elle enfonça une touche et tourna l'écran vers Hotchkiss. Les images avaient été tournées par Tiffany, l'amie de Barbara. Elle avait voulu filmer cette dernière en train d'ouvrir son cadeau. Mais la vidéo démarrait plus tôt dans les toilettes de l'entreprise, où Tiffany réalisait une fausse interview de sa collègue. Elle s'était probablement servie d'une perche à selfie car les 2 femmes apparaissaient à l'écran. « Barbara Willoughby, aujourd'hui est un grand jour pour vous, » disait Tiffany. « Le grand Craig Hotchkiss vous a choisi pour devenir sa femme. Dans quelques minutes, il vous demandera en mariage de la façon la plus romantique qu'il soit. Il essaiera de vous impressionner devant vos collègues de travail en utilisant la bague de fiançailles de votre grand-mère disparue. » Barbara hochait la tête. « Je suis décidément bénie des dieux, Tiffany. » L'intéressé laissait échapper un rire narquois. « Comment comptez-vous accueillir ce présent somptueux ? » Eh bien, Tiffany, comme vous le savez, j'ai mûrement réfléchi à la question, et comme il m'a déjà trompée à plusieurs reprises, je suis trop heureuse d'accepter. Souhaitez-vous enregistrer un message à l'intention de votre futur mari ? Absolument, Tiffany. Je suis persuadée qu'il chérira ce témoignage à jamais. Je peux déjà vous dire que ce sera mon cas. À l'écran, on voyait Barbara se préparer en cherchant ses mots. Craig, ta demande en mariage est le plus grand honneur qui m'ait été fait jusqu'à ce jour. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Je m'excuse d'avance si cette réponse est plus courte et directe que je ne l'aurais voulu. À la question que tu t'apprêtes à me poser, je réponds ceci. Elle marquait une pause,
le temps de montrer son majeur à la caméra, imité par Tiffany. « Va te faire foutre, sale connard !» C'est bon, j'ai compris, s'agaça Hotchkiss. Attendez, on arrive à mon passage préféré, répliqua Poe. Craig, poursuivait Barbara, espèce de petite bite, j'aimerais encore mieux me chier dessus que de revoir ta tête de crétin efféminé. J'ai déposé chez H Concern les fringues que tu as laissées chez moi, mis ton iPad chez Barnardo's et refilé la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.